Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo Actu RC Lens. On va avoir une toute petite partie Mercato et puis après on parlera de la conf de presse puisque j'avais pas abordé le sujet Frankowski, le sujet douloureux qui a enflammé la commune lensoise, le départ de Frankowski, et puis on parlera après de la conférence de presse et du style, un petit peu de Grady mais pas grand chose, juste pour souligner un petit truc qui m'a un peu énervé et pas que moi d'ailleurs. Mais on va déjà commencer par le Mercato. C'est parti pour le Mercato, avec bien sûr le départ de Frankowski pour Galatasaray, environ, je crois, 10 millions d'euros, ce qui est une belle somme pour un joueur de 29 ans. Faut pas se le cacher, lui il va aller émarger à 2 millions d'euros net à l'année. C'est quand même un salaire qu'on ne peut absolument pas se permettre chez nous. Alors ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup d'énervement dans la commu. Faut bien comprendre que le joueur, alors ça c'est des petites indiscrétions, avait un bon de sortie cet été. Il n'y a pas eu d'équipes qui sont venues se renseigner. Et puis ensuite c'est passé le début de saison. Et pendant le mercato d'hiver, il n'y a pas eu véritablement d'énervement à son sujet au niveau des clubs. Malheureusement, ce qui a un peu niqué le club, c'est que Galatasaray s'est manifesté après la fin du mercato. Le joueur a absolument voulu partir, a fait grève, aurait fait grève, mais bon, ça m'a été confirmé qu'il avait clairement pas voulu s'entraîner et pas voulu jouer, donc oui, il a fait grève. Et donc le club s'est résigné à laisser partir son joueur. C'est Joseph Ogourlian qui a fini par trancher, et donc le joueur est parti à Galatasaray. De toute façon, c'est une vente à 10 millions d'euros. Alors c'est un prêt avec option d'achat, hein, parce que faut bien comprendre que vu le nombre de ventes qu'on a fait sur cette année, le but est quand même d'essayer d'équilibrer les comptes pour éviter de trop payer d'impôts sur l'année d'après. Alors c'est assez ça surprend beaucoup, mais c'est de la bonne gestion économique, c'est-à-dire que là, comme il y a un trou de 44 millions d'euros, faut le combler. Il a été comblé. Le problème, c'est que les 44 millions d'euros, ils servent juste à combler les trous béants laissés par la saison dernière. Et le problème, c'est que ça fait quand même plus 44 millions d'euros à déclarer. Donc, tu peux éponger un trou, ça reste quand même 44 millions d'euros qui rentrent dans ton compte, dans ton chiffre d'affaires, et qui sera à déclarer au niveau imposition. Donc, ils ont fait le choix sur les derniers, on va dire sur les derniers transferts, à faire en sorte que ça soit des prêts avec option d'achat pour que ces transferts-là ne soient payés que sur la saison prochaine, et que du coup le club n'ait pas trop à déclarer au niveau fiscal. C'est une technique qui permettra d'équilibrer les comptes sur 2 ans, et c'est plutôt intéressant. Sportivement, c'est bien sûr une énorme perte, parce que Frankowski était en pleine bourse, c'est un des meilleurs éléments depuis son arrivée à Lens, même s'il a eu quelques petits trous d'air. Globalement, ça reste quand même un super joueur, aussi à l'aise en piston qu'en latéral gauche. D'ailleurs, je trouve que en latéral droit, pardon, je trouve que depuis qu'il avait été replacé à droite en latéral avec un ailier devant, je l'avais trouvé beaucoup plus en forme. Il avait beaucoup moins d'essuie-glace à faire. Il a eu un second souffle. Il a été buteur récemment, passeur décisif. C'est un joueur qui a compté au niveau des points ces derniers matchs, et son départ est vraiment une chose assez compliquée à gérer. Maintenant, faut clairement le dire, financièrement parlant, c'est une bonne chose, parce que vu ce qui se passe avec DAZN, le bordel que ça va être, et l'apocalypse financière qu'il va connaître cette Ligue 1, on va pas cracher sur 10 millions d'euros. Maintenant, faut bien comprendre que le mercato d'été suivra la même chose, hein, c'est-à-dire qu'ils vont vendre Diouf et Lainaoui, sûrement peut-être Medina. Il y aura peut-être une vente surprise dans les recrues qui ont été faites cet été, ou alors des prêts qui ne seront pas reconduits avec des achats moins onéreux, mais en tout cas, on se dirige sur ça. Alors, petite info hors mercato, la direction est très mécontente de ce qui est en train de se passer sur les réseaux depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui commencent à parler de vente du club, de potentiels acheteurs, et ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout plu en interne, parce que faut bien comprendre que l'achat du stade, c'est l'étape numéro 1 avant de vendre le club. Le club sera sûrement vendu à moyen terme et plus à long terme, mais qu'on vienne parler d'investisseurs
et de potentiels investisseurs de haut niveau, ça plaît pas du tout parce que ça commence à un peu comment dire, parler d'un sujet assez sensible. Moi j'en ai parlé, j'ai juste dit que le fait que le stade soit inclus dans la vente, ça attire vraisemblablement des investisseurs intéressants, mais j'en fais pas non plus tout un tabac pendant plusieurs jours, et je trouve que c'est vrai que ces choses-là sont pas forcément positives pour le club. Donc voilà, c'est la petite indiscrétion, c'est qu'il y a, faut pas croire, tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux est suivi par le club, et il y a eu une réunion sponsoring, je crois, si je m'abuse, dans lequel le sujet a été plus ou moins abordé, et voilà, Joseph Oughourlian a fait montre d'un très gros mécontentement sur ce sujet-là. Voilà un petit peu. Alors, c'est parce que tout le monde est en train de se poser la question de savoir si Joseph Oughourlian est en train d'habiller la mariée en vendant tout le monde. Non, Joseph Oughourlian, il est en train de pérenniser le club par rapport à la crise qui va bientôt avoir lieu, qui va sûrement, très certainement avoir lieu dans le foot français avec la faillite et de Mediapro et sûrement de DAZN. Alors pas faillite de DAZN, mais retrait de DAZN avec perte et fracas, et il y a des clubs qui ne survivront pas à ça. Oh, ça semble énorme, tellement les clubs vivent sur les droits TV pour certains. Là, pour Lens, le problème risque d'être beaucoup moins important, puisque il y a beaucoup de valeurs dans ce club qui sont vendues et qui permettent d'avoir une assiette remplie et de se retrouver avec une trésorerie qui tient la route et qui vacillera pas au moment où DAZN va envoyer chier tout le monde. Voilà. Bon, on espère tous qu'ils vont virer la burne en même temps, et puis que Canal va revenir sauver les meubles en attendant un appel d'offres qui tienne la route. Quelle erreur d'avoir pris Mediapro quand on sait que Canal Plus et beIN avaient mis 1 milliard d'euros sur la table. Sincèrement, c'est... quelle erreur, quelle erreur. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la France. Hein. On est des gros pitres et des gros pigeons et des gros cocos, donc voilà, mais sincèrement, voilà, Joseph Oughourlian l'avait vu venir, la bille, lui, il était clairement, avec pas mal d'autres présidents, il était en faveur d'une chaîne LFP, avec la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue 3, puisque c'est dans les cartons, mais pour l'instant, vu le bordel, c'est pas encore fait, et puis de monnayer cette chaîne LFP à des diffuseurs. Voilà, ça aurait été le meilleur package, en mettant, moi j'aurais mis 25 balles. Allez, 20-25 balles pour avoir la Ligue 1, la Ligue 2, moi je les aurais mis. Plus peut-être quand le truc prend de l'ampleur, acheter des droits sur les matchs européens des clubs français qui peuvent plaire, qui peuvent attirer, bah, je mets 25 balles. Je mets 25 balles. Au lieu de mettre 40 balles de Canal+, plus 20 balles, je préfère mettre 25 balles et regarder que les matchs des clubs français en Coupe d'Europe. Je pense qu'il y aurait pas mal de gens qui paieraient pour ça. Là, mettre 40 balles pour voir de la merde, mal filmé, mal géré, où t'as seulement maintenant, au bout de 6 mois de compétition, la possibilité sur l'appli télé de revenir au début du match et non pas seulement au direct, parce qu'avant c'était que sur le téléphone. C'est quand même dramatique le niveau d'amateurisme de DAZN sur ce genre de choses, quand on voit ce qu'était Amazon, qui était clairement pas voilà, c'était clairement pas des gens qui rentraient dans le foot de manière on va dire avec de l'expérience. Ils ont fait un produit bien plus intéressant, bien plus propre que ce que fait DAZN aujourd'hui. J'aurais jamais payé 40 euros pour ça, donc voilà, c'est catastrophique. Donc voilà, la catastrophe annoncée, Frankowski va venir l'atténuer, comme viendront peut-être l'atténuer d'autres ventes, mais je pense que les ventes de cet été, ça sera plutôt des ventes de financement de mercato, c'est-à-dire que si tu vends El Ainaoui, Diouf et Medina, tu vas peut-être vendre pour 30, 40, 50 millions d'euros, peut-être, parce que Medina, je pense qu'il vaut au moins 20 millions d'euros, tu peux revendre au même prix Diouf, et puis NEA 10 millions, t'es pas loin des 45, 50 millions, avec ça, tu budgétises ton équipe pour la saison prochaine, peut-être avec des ambitions moins fortes, mais au moins t'as une équipe qui survit, un club qui survit en attendant d'être vendu à peut-être à un nouveau propriétaire qui sera peut-être un peu plus ambitieux parce qu'il aura une meilleure surface financière que Joseph Oughourlian, et pourtant sans cette surface financière, elle a réussi à qualifier son club en Ligue des Champions, à jouer au moins un barrage de Conference League, et à être jamais en dessous de la 7e, 8e place. Donc comme quoi, même avec un club en autosuffisance, tu peux être ambitieux en Ligue 1. Voilà un petit peu sur le volet mercato, je voulais donner un peu mon avis, puis mon regard là-dessus. Je trouve que ça a été une enflammade monstrueuse là-dessus, surtout qu'en plus le joueur a fait grève pour partir. C'est assez moyen, mais bon,
Après, maintenant les joueurs sont comme ça, ils en ont plus rien à foutre des clubs, donc je pense que ça va permettre à certains d'être moins dans l'affect avec les joueurs. Ils viennent, ils sont bons, ils s'en vont, ils s'en vont. Si on récupère des thunes, c'est bien, sinon qu'ils dégagent quoi. Voilà un peu le topo qu'il faut avoir pour se détacher un peu et être encore passionné de foot, parce que moi je suis passionné de foot, mais j'ai un moins grand attachement aux joueurs, parce que ça évite de partir dans des trucs, dans des jugements d'affect qui rendent les choses un peu compliquées à gérer. Voilà un petit peu pour le côté mercato. On va passer à l'après-conf. C'est parti pour la conférence de presse avec un Will Steele, j'ai trouvé assez détendu, assez volontaire, qui était pas forcément abattu. Moi je l'avais trouvé plutôt calme aussi sur ce mercato, sur la fin du mercato, je l'avais trouvé calme. Bon là, c'est vrai que l'après-match face à Nice, il était dépité parce qu'il y a eu un non-match collectif, hein, même si il y a des joueurs qui ont plutôt été intéressants, d'autres ont beaucoup coulé. Je l'ai trouvé volontaire. Je sais pas trop ce qui sort de cette conf en termes d'ambition sportive. Quand je parle d'ambition sportive, je parle d'ambition d'animation pour Strasbourg. Il en a quasi pas parlé, il a laissé un grand flou. Maintenant, au niveau des blessés, des présents, Mathieu Ryan encore gêné par sa hanche, il était pas là, donc je sais, point d'interrogation apparemment pour sa présence dimanche. C'est pas forcément de bon augure, puisque vu que Hervé Kofi est pas forcément génialissime, c'est pas forcément un bon point. Johanner Chavez va se faire opérer de la cheville, donc lui il est plus là, clairement. Il va revenir à 3-4 matchs de la fin, je crois, d'après ce que j'ai compris. Satriano et Rémi Labolascari absents. Alors Satriano était bord terrain au Dôme. Alors, il y a beaucoup de communication parce qu'ils veulent pas forcer le truc, mais moi les retours que j'en ai, c'est que ça se passe très bien, c'est qu'il a vraiment une capacité de récup post-opératoire assez impressionnante. Ça a vraiment impressionné le staff, mais il veut y aller doucement parce qu'il compte vraiment sur lui. Voilà. Alors après, il n'y a pas forcément de date, mais c'est vrai que on pourrait le revoir en entraînement terrain. Même si lui il parle de 2 mois et demi pour entraînement collectif, il pourrait être entraînement terrain sur l'herbe peut-être fin février, début mars, donc ça laisserait encore un petit peu de temps pour revenir dans les entraînements collectifs, peut-être en avril, mais en tout cas c'est très 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 fort sa récup. Rémi Labolascari, de toute façon il reviendra pas avant l'année prochaine. Et puis il y a eu un absent lors de l'entraînement, alors il était peut-être en salle, c'est Wesley Saïd. Ça n'a pas été communiqué par la conférence de presse, donc est-ce qu'il est absent juste parce qu'il était en salle ou parce qu'il est en instance de départ? En tout cas voilà. Alors j'en ai pas parlé dans le mercato parce que Joseph, je m'en fous, des PDC est aux États-Unis, hein, je pense que voilà, ça va être officialisé dans quelques jours, mais bon Joseph, de toute façon il jouait pas, donc je m'en fous. Mais voilà, au niveau des absents, voilà. Sinon tout le monde est là. Aguilar est revenu. Alors il a bien expliqué dans la conférence de presse qu'il avait pas forcément 60 minutes dans les pattes et qu'il avait pas il avait que 4 entraînements collectifs pleins. Donc il est pas encore à 100%. Donc voilà, donc ça pose pas mal d'interrogations, surtout que Fac étant suspendu, Nenad Selic va partir avec la N3 pour le match à Reims. Je pense que il lui laisse un petit peu de temps d'adaptation et de temps de jeu. On verra bien ce que ça va donner en N3. Mais ça veut dire que tu n'as que Djoumaba, Jonathan Grady, Malang Sarr et Aguilar. Parce que Aguilar, je le compte dans les décès parce qu'il ne joue exclusivement en défenseur central axial droit que dans une défense à 3. Pour moi, c'est totalement suicidaire de jouer avec une défense à 3 avec un seul défenseur qui serait Aguilar. T'as pas de piston, tu mets Sotoka, il a été éclataxe face à Nice. Moi je pense sincèrement, ça m'étonnerait fort de voir une défense à 3 face à Strasbourg. J'ai quand même l'impression qu'il va peut-être se laisser une défense à 2. Alors est-ce qu'il va mettre Grady, Malang Sarr, ou alors Djoumaba Malang Sarr avec Malang Sarr à gauche et Djoumaba à droite? On verra bien. Et puis Medina, comme il est pas là, ça sera sûrement Machado en latéral gauche, et puis Aguilar en latéral droit, ou alors Grady en latéral droit. Il est capable de le faire avec un mec rapide devant lui, style Agbonifo, quoi. Je pense que c'est une possibilité. On verra bien. Pour l'instant, faut voir la tronche du groupe. Ça va être très intéressant à voir demain parce que je ferai un petit short à ce moment-là. On parlera un petit peu de ce groupe qui va être très intéressant à suivre. Je l'ai trouvé assez déter, Will Steele, très mécontent du match face à Nice. Il attend autre chose de son équipe. Il l'a pas reconnu. Il a clairement dit qu'aujourd'hui, ça l'emmerdait de parler des joueurs qui étaient partis, qu'il avait pas de pouvoir là-dessus. Et ça,
c'est tous les coachs le disent. C'est pas un aveu de je suis en désaccord avec la direction. C'est juste que les coachs ont pas ce pouvoir-là sur les mercatos et quand il y a des offres. Et il l'a clairement dit, l'offre était largement à la hauteur de ce que voulait le club. Le joueur voulait partir, ils se sont arrangés et voilà, lui il a pas son mot à dire là-dessus. Et il comprend la situation économique du club. C'est surtout comme ça que je le lis et qu'aujourd'hui il a un nouveau groupe et qui semble pas insatisfait de ce nouveau groupe et qu'il a hâte de rebattre les cartes et de relancer quelque chose à domicile face à Strasbourg. Et j'ai trouvé cette conférence de presse pleine de fight spirit et d'abnégation, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain dimanche. Voilà un petit peu pour la conférence de presse de Will Steele. Alors pour ce qui est de Grady, pourquoi j'en parle? Parce que je parle rarement des conférences de presse de joueurs. Il a mis son mea culpa sur son énorme erreur qui a coûté le premier but hors jeu de Nice et qui a clairement déstabilisé l'équipe. Et puis ensuite Hervé Kofi a fini le travail avec ses relances de pingouins. Pour le premier quart d'heure en tout cas, parce qu'après l'équipe a quand même été très en difficulté collectivement. Hein. On n'est pas en train de dire que la défaite c'est Gradit et Kofi, même si Gradit Sotoka ça a été très mauvais sur le côté droit et ça ne nous a pas aidé beaucoup puisque toutes les attaques venaient de ce côté-là, quasi. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué à dire que c'est les seuls fautifs du match. Il y a eu une défaillance collective. Hein. De toute façon, Will Steele l'a dit, il a pas reconnu son équipe. Mais moi, ce qui m'a choqué dans cette conférence de presse, c'est les premières questions sur Will Steele, son management. Ses désaccords avec la direction. J'ai trouvé ces questions-là extrêmement dégueulasses. En plus, elles sont pas posées à n'importe qui, elles sont posées à Grady, qui, via ses agents, qu'on pleurait dans les journaux pour dire que le dit management de Will Steele était mauvais. Ah, c'est un manque de classe des journalistes assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des journalistes qui ont un peu la dent dure vers JO. Quand on voit l'article de Dominique Guetti dans l'équipe où il parle de Frankowski comme étant une erreur quid du sportif avec Frankowski, alors que quand on voit le scandale avec le futur retrait de DAZN, on se doute bien que ce transfert-là, c'est plus un transfert qui permet au club aussi de se pérenniser et que du coup, cette sortie de Dominique Guetti dans l'équipe est complètement éclataxe. Quand on voit ce type de journaliste qu'on la dent dure avec JO, on se dit quand même que il y a une atmosphère autour de JO et de la nouvelle direction qui est quand même assez négative. Maintenant, quand c'est des gens qui sont plus trop dans le sérail mais qui l'ouvrent, c'est beaucoup moins grave. Mais quand c'est des journalistes qui posent ce genre de questions-là, Grady, c'est quand même grave, quoi. Il y a autre chose à faire que de balancer ce genre de questions à la mort moelle-neu pour essayer de créer de la discorde et de la merde ou une réaction choc. Grady a plutôt bien répondu, je trouve, là-dessus. En même temps, c'est pas dans son intérêt, vu comment ça se passe au niveau du groupe, c'est pas dans son intérêt de chier dans la gueule à Will Steele, surtout si Djoumaba fait un putain de match, ça va être compliqué pour Grady de revoir la lumière. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment dégueulasse et qu'il y a certains journalistes, bah, s'ils sont pas heureux du traitement ou ils sont pas heureux de voir Joseph Oughourlian propriétaire, bah ils font leur journalisme ailleurs, ils viennent pas casser les couilles en conférence de presse. Moi, je trouve que le club est trop gentil, hein. Moi je serais Joseph Oughourlian, je te les virerais, hein. Je te l'aurais dit, c'est la première et dernière fois, la prochaine fois, tu dégageras de la salle de conférence de presse, je veux pas voir ta tronche, moi. Moi je trouve que là-dessus il est vachement gentil, moi. Mais bon. En tout cas voilà un petit peu pour la conférence de presse. Alors, on va faire le petit chapitrage projection. On va pas dire grand chose puisque il a pas forcément parlé beaucoup de Strasbourg. On attendra de voir le groupe, mais en tout cas, je vais vous donner un petit peu mon sentiment là-dessus. On va aller sur la conclusion et la projection. Ben c'est parti. Alors l'adversaire c'est Strasbourg, une équipe en pleine bourre, jeune. Alors bien sûr c'est un club satellite, c'est tout ce que je hais dans le football, mais ce qui se passe sur le terrain est plutôt agréable à suivre avec des joueurs talentueux, un Emega en feu, Nanasi qui est intéressant au milieu de terrain, c'est fort, très fort. Le gardien est plutôt intéressant et talentueux, donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour un retour d'une défaite à l'extérieur de se taper Strasbourg à domicile. Maintenant, bah il faut qu'on montre qu'on a l'étoffe d'une équipe top 7 de Ligue 1, parce que si on perd à domicile face à Strasbourg, c'est qu'on n'a pas le niveau pour l'être.
On va tester aussi les nouvelles recrues. On va tester aussi ce que va faire Will Steele de cette équipe sans Grady, sans Frankowski. Pour moi, je le redis, je pense qu'il y aura une défense à 4 parce qu'une défense à 3, alors que t'as pas Nenad Selic dans le groupe, c'est suicidaire. À moins qu'ils prennent Gagnou, mais j'ai du mal à croire qu'il envoie Selic en N3 et qu'ils prennent Gagnou dans le groupe. Je trouve que le message envoyé à Selic un peu compliqué pour lui, et puis surtout à ton recruteur, parce que, enfin voilà, donc j'ai du mal à croire que qu'il fasse venir Gagnou, mais s'il le fait, peut-être que c'est un manque de rythme de Selic, mais clairement tu recrutes un joueur pour l'équipe première, bah tu prends lui, Gagnou, tu l'envoies, enfin Antonio, je dis des conneries, c'est pas Gagnou. C'est ma faute. C'est Antonio. Je confonds tout le temps. Gagnou a été prêté. Antonio, s'il est dans le groupe et pas Selic, bah, j'ai du mal à y croire. Donc je pense sincèrement qu'il va sûrement jouer à 4 derrière, avec un défenseur qui va être sur le banc. Je pense que ça sera Grady ou comment il s'appelle, Aguilar. Mais je pense qu'il va peut-être démarrer avec Aguilar en latéral, en sachant qu'il aura pas besoin de monter puisqu'il aura un ailier devant lui. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais je comprendrai pas que Selic soit pas dans le groupe et qu'ils prennent Antonio, ou alors Selic sera titulaire à Reims et qu'ils veulent lui donner du rythme. Mais voilà, on verra, mais c'est vrai que moi je vois plutôt une défense à 2 face à une équipe qui va être assez redoutable. Et donc un sacré test, une victoire ça ferait du bien, et puis derrière on pourrait réenclencher. On a un déplacement à Nantes où on récupérera Medina, heureusement il a pris qu'un match de sursis, et Thomasson n'est pas suspendu puisqu'apparemment il a pas pris de carton à Paris, donc il y aura Kogé d'Iran de suspendu, donc on récupérera quand même un groupe assez au complet en déplacement à Nantes. Donc je pense que c'est très important de gagner ce match face à Strasbourg, mais ça va pas être un match facile. Voilà un petit peu, mais on en saura de plus avec le groupe. J'ai hâte de le voir demain et de faire un petit short là-dessus parce que ça va être vraiment sympa. Voilà, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ces nouvelles recrues en action, et on suivra Bulatovic de manière lointaine. Je ferai quelques points sur Bulatovic parce que je vais essayer via un pote qui est un peu scout, qui observe un peu les championnats, essayer d'avoir des compiles et puis essayer de suivre un peu, savoir s'il a fait des bons matchs. Je vous dirai ça, c'est un peu le fil rouge Bulatovic. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao. On n'hésite pas, la clochette, les notifs, on s'abonne, les liens sont dans la bio. Les miens et ceux du super monteur, je vous conseille vraiment d'aller voir son LinkedIn, et puis tous ses travaux, il travaille super bien et franchement il mérite d'avoir du taf. Voilà, sur ce, je vous dis ciao, salut les amis.